C'est le débat de ce Smart Impact avec Stéphane De Vulder. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président, le cofondateur de Better Things et Samuel Collin, bonjour. Bonjour Thomas. Secrétaire général de la FIMIF, c'est la Fédération indépendante du Made in France. Allez, on commence par quelques mots de présentation. Better Things en quelques mots. Donc Better Things, c'est une application mobile disponible en France sur tous les bons portables et qui en fait a pour objectif d'améliorer la transparence sur l'origine des produits non alimentaires. Parce que pour l'instant, il y a c'est un sujet sur lequel on est un peu à l'âge de pierre. Donc il y avait besoin de trouver une solution digitale sur le sujet. Et ça permet aussi d'interagir avec les marques directement et leur demander, pourquoi pas, de localiser plus leur production dans des pays où le contexte écologique et social est plus favorable. Alors la FIMIF, cette fédération indépendante, le mot indépendant évidemment est important du Made in France. Très important. En fait, on est effectivement une association à but non lucratif. Indépendante, et on fédère en fait à la fois les consommateurs, les marques, les ateliers de confection, de construction, l'industrie, à travers de la sensibilisation, de la communication, à travers aussi d'études sectorielles. On porte notre voix aussi au niveau des décideurs pour essayer de faire bouger la législation. Sur l'utilisation du drapeau français, de certains termes marketing, pour essayer de justement éviter au maximum le franco-lavage. Alors on va expliquer ce que c'est le French washing, le franco-lavage. Et vous êtes ici parce que vous venez de lancer, je crois que c'était au mois de septembre, une application qui permet aux consommateurs justement de dire « Oula, attention, ce produit, j'ai un doute, franco-lavage en quelques mots ». Alors le franco-lavage, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas pénalement... peut pas, c'est tout à fait une pratique aujourd'hui qui est tolérée. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque juridique quand on... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le seul risque juridique, c'est de mettre Made in France sur un produit qui n'est pas Made in France. Et là, ça, on rentre dans le cadre de la loi. Et c'est tout à fait... on peut punir via des amendes fortes, d'ailleurs. Le franco-lavage, c'est plutôt une technique marketing qui vise à tromper le client, en lui faisant croire que le produit est fabriqué en France. Donc on avait fait une grande étude il y a quelques années sur le sujet, qui montre que jusqu'à un client sur 4 pense acheter un produit fabriqué en France parce qu'il a vu un drapeau français, parce qu'il a vu conçu en France. Et ça a un impact fort, c'est un manque à gagner pour l'économie qui a été estimé à 4,5 milliards d'euros et 50 000 emplois non pourvus. On y reviendra évidemment sur l'impact économique, donc on est bien d'accord, hein, c'est pas quelqu'un qui met Made in France alors que c'est quelqu'un qui joue sur l'ambiguïté en quelque sorte. Et donc vous avez décidé de travailler ensemble en lançant cette appli. Comment elle fonctionne ? C'est quoi le principe ? C'est sur Better Things où on a la possibilité de rajouter... voilà, c'est une appli spécifique. Alors non, c'est sur Better Things. En fait, l'application, en scannant un code barre, elle vous permet d'identifier un produit et puis aussi d'identifier l'origine du produit, donc le petit made in qui est souvent caché derrière l'étiquette. L'idée, c'est de construire cette transparence dans une base de données, de la partager. Donc, une fois que cette identification elle est faite pour tous les utilisateurs. Et puis aussi, bien sûr, de pouvoir interpeller les marques s'il y a des choses qui nous posent problème. Et en fait, dans les premières remontées, on avait souvent des remontées d'utilisateurs qui nous disaient « Ah tiens, c'est bizarre, cette pratique me semble un peu frauduleuse, c'est design français, marque française, mais quand je regarde, c'est Made in Bangladesh. » Et c'est vrai que c'était un petit dispositif d'alerte sur cette pratique-là particulièrement qui n'était pas intégrée à la base. Et on l'a développé spécifiquement, l'alerte franco-lavage, qui est possible dans l'application. Et en fait, ça nous semblait tout naturel de fonctionner en partenariat avec la FIMIF, qui a été vraiment précurseur sur le sujet, qui a déjà des leviers d'action, parce qu'ils ont déjà finalement un cycle de demande des marques qui ont ce type de pratique-là. Et donc maintenant, techniquement... Comment ça marche ? Imaginons, j'utilise Better Things, j'ai un doute, c'est juste je clique sur un... Ouais, en fait, dans l'application, il y a une petite icône qui a un mégaphone, vous appuyez dessus, il y a une petite alerte qui s'appelle pratique marketing frauduleux, et en fait, cette alerte, elle remonte. Nous, derrière, on valide le fait que ça soit effectivement un cas de franco-lavage, on le communique à la FIMIF, et après, la FIMIF, régulièrement, en fait, contacte les marques
pour venir les alerter sur le fait que c'est une pratique qui est malgré tout trompeuse pour le consommateur. Oui. Alors comment bon là on a un petit peu de recul. Vous l'avez lancé en septembre, c'est ça? Oui. Ça y est, il y a eu des remontées, des marques que vous avez dû contacter. Ouais. Je veux bien le retour d'expérience. Tout à fait. Alors nous historiquement, c'est vrai qu'on les consommateurs pouvaient nous remonter ces cas-là via notre site internet et via un formulaire, mais c'est vrai qu'il nous manquait vraiment un outil sympa au creux de la main, parce que c'est vrai qu'on est dans un magasin, on a son smartphone, on prend en photo le produit, etc., puis on le remonte. Donc oui, on a des remontées aujourd'hui. Du coup, ça fonctionne bien. Et nous, après, tout notre boulot, c'est de contacter les marques en question et de leur montrer leurs pratiques et de les faire bouger. Donc là après, c'est là que ça se complique, parce que s'il n'y a pas de levier pénal ou juridique... Non, mais on arrive à faire bouger des choses. Il y a des marques qui changent, qui comprennent la démarche et qui modifient. Il y en a qui donnent pas suite, mais on a quand même des résultats qui sont intéressants, avec des marques qui ont bougé, qui ont fait changer des choses, qui ont enlevé certaines notions quand c'est pas fabriqué en France. Il y en a qui fabriquent en France une partie et d'autres pas, et quand c'est pas fabriqué en France, ils ont tendance à garder un petit peu le même logo. Parce qu'il y a une partie de leur production qui est faite en France, donc ils se disent je peux mettre le logo partout, quoi. C'est ça, donc ils vont juste enlever le fabriqué en France, mais ils vont par exemple garder le drapeau français, ils vont mettre numéro 1 en France, 2, machin, et puis en fait le consommateur le prend en disant de toute façon c'est fabriqué en France, alors que pas du tout. Ouais. Donc il y a des marques à qui on arrive à faire changer des choses, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a bien marché à Noël par exemple? Oui, alors c'était une bonne et une mauvaise nouvelle finalement, c'est qu'on a vu des remontées de nombreux cas, notamment dans le secteur des jouets. Il y avait vraiment beaucoup de jouets pour enfants, pour bébés, où en fait on retrouvait toujours cette notion de design français, conçu en France, et avec, alors il y a eu une explosion de tours Eiffel. Alors il y avait des tours Eiffel partout, donc c'était vraiment le symbole pour déclencher l'achat des parents. Donc c'est malheureux parce que derrière la majorité des produits, c'était quand même des produits à bas coût. Donc c'est du business et de la fabrication qui se déplacent de nos territoires vers des environnements à bas coût. Donc on a remonté ces cas à la FIMIF et puis on espère bien sûr essayer de faire bouger les lignes. Alors vous publiez, je ne sais pas si on va bien les voir, mais je vais les montrer quand même, des cartes postales qui nous donnent des chiffres qui sont assez intéressants. Si on regarde, alors tiens, on parle de jouets. Dans vos magasins de jouets, seulement 5% de jouets fabriqués en France. Effectivement, allez dans votre magasin de jouets, regardez combien de drapeaux ou de tours Eiffel. Instruments de musique, on est à 2%. Revendeurs de chaussures, on est seulement à 3%. Et puis alors, les magasins de jouets, là, vous avez fait la liste de la grande distrib. Là, on va pas les citer, on les voit, mais enfin, en tout cas, ça va du mieux, c'est 6,6%, au pire, 1,4%. Ouais. Le jouet, c'est un peu le pire exemple, en quelque sorte. Oui, ou alors il y a plein de secteurs. Non. Je pense qu'il y a plein de secteurs. En fait, cette étude, elle a été intéressante, elle a été appréciée par les professionnels du secteur. L'idée, c'est d'en faire de plus en plus dans ce style-là, où on va être un peu plus poil à gratter auprès de la grande distribution pour dire, jouer le jeu. Aujourd'hui, c'est des milliers d'emplois qui pourraient être créés, et c'est forcément bon pour l'économie. Et la grande distribution a un rôle clé pour l'économie là-dessus. Ouais. Et donc, on va continuer à justement faire ce genre d'études en confrontant les différentes enseignes sur leur choix d'achat, finalement. Et là, on voit sur les jouets, on peut aller de 2% à presque 8%. Donc, on aimerait bien encore plus, mais déjà, ça permet de voir que il y a quand même de forts écarts entre les enseignes. Il y a un mot important que vous avez peut-être prononcé, mais sur lequel je voudrais qu'on se concentre, c'est le mot confiance. C'est aussi pour ça que votre appli existe, mais il y a besoin de restaurer ou d'alimenter finalement le lien de confiance entre les Français, les consommateurs et les produits.
C'est même une demande qui est exprimée de plus en plus. Il y a plus de 80% des Français qui sont demandeurs de plus de transparence sur l'origine. Donc ça, il y a une envie, une aspiration. Et puis après, en tant que consommateur, je pense qu'il n'y a rien de plus déceptif de penser qu'on a acheté un produit qui a été fabriqué localement chez l'artisan du coin, et puis de se rendre compte chez soi que finalement, c'est pas du tout le cas. Et ça brise bien sûr la confiance, et ça pénalise les fabricants qui, eux, fabriquent localement, parce que après, les consommateurs vont hésiter à investir le prix du Made in France pour quelque chose qui n'est pas fabriqué en France. Donc l'idée vraiment, c'est d'essayer de casser cette dynamique en améliorant la transparence, en donnant de la visibilité aussi, parce que si on donne de la visibilité sur les réseaux sociaux notamment, ça peut être un facteur de mouvement. C'était le dernier thème que je voulais qu'on aborde, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de législation, donc je vais revenir vers vous là-dessus, mais il y a quand même un impact sur la marque, quoi. C'est-à-dire que plus on communique sur le fait qu'une marque fait du franco-lavage, plus elle va en souffrir. C'est une évidence. Mais... Oui, très clairement. Ça fait jamais plaisir au directeur marketing de se faire épingler comme ça. Bon, mais c'est notre responsabilité aussi de créer une forme de pression sur le sujet. Autrement, il n'y a jamais rien qui va changer. Donc l'idée, c'est effectivement de repositionner un petit peu les consommateurs comme acteurs du changement. Ouais. Est-ce que la loi pourrait changer ? Est-ce que j'imagine que vous bataillez là-dessus, peut-être avec les parlementaires ou le gouvernement Serge Papin, qui vient de la grande distribution, qui est ministre aujourd'hui, quoi. C'est pour que justement ce drapeau français, on ne le mette pas partout et n'importe comment. Oui, tout à fait. Alors nous, à la FIMIF, on pousse pour ça. On a été auditionné l'année dernière par le Sénat. J'espère sur 2026 de nouvelles auditions pour faire bouger les choses. C'est des choses qui ne sont pas évidentes parce qu'il y a un cadre législatif français, européen. Mais on prend souvent, nous, l'exemple de la Suisse, alors qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui a, elle, réussi à imposer ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en Suisse, par exemple, utiliser le drapeau suisse, mais aussi les symboles. C'est-à-dire que Toblerone en a fait les frais, c'est-à-dire qu'ils ont délocalisé une partie de leur production hors Suisse. Ils ont été obligés d'enlever le drapeau suisse, d'enlever la montagne qui symbolisait la Suisse, etc. Donc nous, on pousse pour que ça soit plus restrictif. Maintenant, après, c'est aux politiques de changer la loi, et donc on pousse, et on n'est pas les seuls là-dessus pour que ça puisse se faire. Tiens, un dernier mot, et un petit côté délation quand même. Vous voyez ce que je veux dire avec les dérives qui peuvent être liées à, je sais pas, un concurrent qui veut nuire à une marque et qui fait un faux signal. Enfin, j'imagine ça. Peut-être que je suis à côté de la réalité, mais... Alors, il y a quand même des filtres qui permettent, que ce soit chez nous ou à la FIMIF, avant qu'on prennent l'initiative de communiquer sur le sujet, il y a une confirmation qui est faite. Donc on peut avoir des remontées d'informations qui pourraient être orchestrées par des concurrents, mais de toute façon, elles seraient filtrées chez nous. D'accord. Oui, dernier mot, très vite, 30 secondes. Mais effectivement, ça arrive, mais on filtre, et après, il y a des fois, même si c'est un professionnel qui le fait, nous, ça nous est arrivé d'avoir un professionnel qui joue le jeu, qui produit quelque chose intégralement en France, et qui nous dit, attendez... un tel met fabriqué en France, je sais ce qu'il fait, il reçoit les trucs, il assemble, il met dans un carton et il met fabriqué en France. Donc bon, après, c'est à nous de contrôler, et donc on fait évidemment attention à ce genre de choses. Merci beaucoup à tous les deux, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Laïla Mamou.